Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, j'ai des choses très intenses à te raconter. J'espère que tu suivras le flux énergétique dans lequel je vais nous mettre et que je vais essayer de te transférer à travers ce vocal. Bon, nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2023, jour marqué par la reprise en marche directe de Vénus, qui s'est fait officiellement selon les éphémérides il y a quelques heures, au moment où j'enregistre cet audio, et par la marche arrière de Jupiter qui commence dans quelques heures, toujours selon les mêmes références. Nous sommes dans une énergie solaire qui est imprégnée de l'énergie de la Vierge, donc une énergie cartésienne, d'ordonnancement, de dimension analytique très poussée, une énergie qui nous pousse finalement à planifier, à anticiper, à aller faire des projections en fait très concrètes, que ce soit des emplois du temps, ça tombe bien, hein, aujourd'hui c'est la rentrée pour la grande partie des élèves et jeunes étudiants en France. Journée qui se trouve du coup extrêmement dynamisée par tout ce qui est en train de se passer au-dessus de nos têtes, quoi, au-dessus de nos têtes. Alors pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est quand même assez révélateur aussi de l'atypisme en fait du moment qu'on est en train de vivre. Chez moi, on a une remontée de sable du Sahara qui a commencé en fin de journée, en toute fin de journée hier. Et ce matin, on a un paysage vraiment très particulier sous les yeux parce que le soleil était tout voilé en fait du sable en suspension dans l'air et ça donnait presque un peu quelque chose de un peu lunaire en fait comme paysage avec ce disque là qu'on pouvait observer. Je te mettrai la photo sur mon Instagram un peu plus tard dans la journée, que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est très très curieux et ça donne comme ça un petit goût quand même original. Et tu vas voir que l'originalité, elle est quand même ici, parce que Uranus est toujours très très actif. Alors c'est une planète à laquelle moi je suis très sensible. Ça me propose à chaque fois beaucoup de révélations, de prise de conscience, d'une forme d'éclairage en fait intérieur particulier quand Uranus est très touché. Et j'ai beaucoup de choses du coup qui sont arrivées ces derniers temps à travers l'oreillette, hein. Comme j'aime à le dire quand je parle de la médiumnité, de cette manière de récupérer des informations intangibles. Et dans toutes justement les subtiles informations que je continue de recevoir, associées évidemment à ces dimensions célestes, eh bien, il y a des choses dont je voudrais te faire part qui sont relativement intenses. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop long. Et en même temps, c'est pas un espace d'échange dans lequel je peux non plus aller très vite. Donc, je vais faire de mon mieux sans garantie de résultat. Par contre, je te garantis que je mets les moyens. On a dans cette reprise en marche directe de Vénus quelque chose de très puissant au niveau de l'énergie du cœur. Parce que finalement, les planètes qui vont être en marche directe là, jusqu'à ce que Mercure reprenne sa marche directe le 15-16 septembre prochain, c'est Vénus et Mercure. Donc le cœur et la capacité d'œuvrer en prenant en considération le cœur qui est donc relié à Mars, le cœur relié à Vénus de façon très simplexe, et la capacité d'œuvrer liée à Mars. Donc Mars, on pourrait dire que ça fait un petit moment là qui s'est chargé de la dimension contenue en fait dans la vibration vénusienne, et il est un peu au taquet. Même s'il n'est pas dans un signe, il est actuellement en balance, hein. S'il n'est pas dans un signe qui est super dynamisant et super boostant pour lui, il est néanmoins dans un signe où la question de l'émancipation, des contrats qui nous animent,
se fait très 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 présente. Et Vénus, repartant en marche avant là, est en train de charger toute notre dimension de cette envie d'émancipation. Alors je te disais il y a quelque temps de ça qu'on était dans la partie la plus étroite en fait de l'entonnoir. Bon bah là on en sort. Hein. Là on en sort, on est en train de regarder tous les champs des possibles qui viennent à nous et il y a une grande dynamique qui nous demande en fait de faire preuve là d'assertivité, d'aller se positionner, d'aller se déterminer, d'aller commencer à exprimer. Alors, intérieurement, peut-être dans un premier temps, pendant tout le temps de la rétrogradation de Mercure encore, mais d'aller commencer à agir pour ce que l'on veut vraiment. Et agir pour ce que l'on veut vraiment, ça va venir vraiment de l'impulsion du cœur. Alors, je sais très bien que dire écoute ton cœur, sois à l'écoute de ton cœur, etc., bon, c'est vraiment une phrase bateau. Pour certains, ça peut peut-être sembler très facile. Pour d'autres, ça peut sembler beaucoup plus difficile parce qu'on a toujours une forme de balance intérieure qui est, parce que ça fait partie de notre challenge d'être humain, mais parce que je pense que ça fait aussi partie, comment dire, d'une forme d'héritage culturel. On a toujours cette dimension de écouter le cœur ou écouter la raison. Bon, en fait, on va se mettre à l'aise tout de suite. La pensée de Descartes qui a induit ceci est incomplètement comprise et retraduite en fait de nos jours. La raison est au service du cœur. Et je me permets d'être affirmative parce que sur la dynamique énergétique en fait que l'on peut reconnaître et analyser selon des critères très scientifiques. J'ai déjà expliqué, mais il y a longtemps, je crois, que quand tu veux médicalement analyser le fonctionnement du cœur ou le fonctionnement du cerveau, en fait, réaliser un électrocardiogramme pour enregistrer les battements du cœur, c'est pas un acte qui est compliqué. Les appareils qui permettent de réaliser cet enregistrement-là ne sont pas des appareils qui relèvent d'une technologie particulièrement compliquée, particulièrement sensible et particulièrement fragile. Évidemment, il y a un certain nombre de précautions à prendre quand tu fais un électrocardiogramme. Tu ne mets pas tes électrodes n'importe où, tu suis un modus operandi, mais l'enregistrement d'un rythme cardiaque, il n'est pas méga compliqué. D'ailleurs, tu peux, pour les plus aguerris, entendre même avec un simple stéthoscope ou même en posant ton oreille sur le torse de quelqu'un, les écarts vibratoires dans le battement du cœur. Et ceux qui sont vraiment experts dans cette écoute-là, je pense aux cardiologues, mais aussi autres professionnels de santé qui sont amenés à observer ça régulièrement, je pense aux infirmiers, aux infirmières, eh bien, quand tu as une certaine expérience, tu peux entendre les dysfonctionnements d'un cœur juste à l'oreille. Tu entends par exemple un souffle au niveau du fonctionnement du cœur. Quand tu veux commencer à analyser le correct fonctionnement du cerveau, qui est illustré comme étant le siège de la raison, c'est là où on a toutes les zones de langage, de mémoire, etc. etc. Donc, ce qui fait partie de la dynamique mentale, on va dire. Déjà, l'expérience est un peu plus pointue. Réaliser un électroencéphalogramme demande une technique beaucoup plus serrée, beaucoup plus sérieuse, qui fait l'objet en fait de formations soutenues complémentaires pour les professionnels de santé qui réalisent ce genre d'examen. Et en fait, très rapidement, tu peux avoir un problème sur l'enregistrement de ton tracé, parce que c'est tellement sensible, c'est tellement fin, ce qu'il y a à aller à écouter, à aller capter en fait comme vibration électrique émanant du cerveau, que ça demande beaucoup de précision. La synthèse de ces deux comparaisons, ça pourrait être de dire que effectivement, le cœur a une dynamique vibratoire beaucoup plus large, beaucoup plus ample, beaucoup plus étendue, qui nous permet en fait de voir un ressenti beaucoup plus important de l'extérieur, de ce qui se passe en fait dans le cœur de quelqu'un, sur le plan médical toujours, mais bon, on pourrait faire une extension sur les autres plans aussi.
par rapport au cerveau. Donc il n'y a pas à se poser beaucoup plus de questions que ça, à mon sens. Le cœur est la machine première qui parle de la vie. On est tous d'accord avec ça. Un cœur qui bat est un synonyme de vie et on va regarder ça en première intention avant de regarder finalement quelle est la dimension mentale. Je fais abstraction des cas dramatiques et catastrophiques, je ne vais pas en parler ici. C'est pas de ça dont il est question. Je ne suis pas en train de faire un audio sur la dynamique médicale ou sur ce qui se passe dans les problèmes de santé. Cette vibration du cœur, on dit même qu'elle est entendue en fait par les chevaux, mais à une distance incroyable, et qu'un cheval sait dans quel état émotionnel est son cavalier, même s'il ne le voit pas à 200 mètres, 300 mètres de distance. Un cheval sent déjà la dimension émotionnelle qui habite en fait la personne qui va venir le monter. Quand on a des animaux de compagnie, c'est une expérience que l'on peut faire aussi régulièrement, notamment avec les chiens, qui sentent leur maître arriver plusieurs minutes avant que celui-ci ne se présente à la porte. Et ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de sensitivité. Et une sensitivité qui émane en fait de la dimension du cœur, comme une connexion invisible et impalpable qui relie notre cœur aux autres cœurs, notamment à ceux qui composent notre entourage, et qui nous permet, alors les animaux sont des exemples merveilleux pour ça, ils nous lisent en fait intérieurement de très très loin, et ils nous lisent télépathiquement, mais pas une télépathie mentale, une télépathie qui vient du cœur. La télépathie mentale, c'est encore un autre processus, mais qui va être lui aussi alimenté par le cœur, mais après sur lequel on peut mettre une dimension de mots. On reviendra certainement sur cette histoire de télépathie prochainement, parce qu'on en fait tous l'expérience à un moment ou à un autre, et une expérience de télépathie, en fait c'est... Et je suis sûre, te reconnaître dans ces faits-là. Tu penses à quelqu'un, la personne te téléphone, ou tu penses aller effectivement te renseigner sur telle ou telle question, et puis quelqu'un de ton entourage arrive avec les réponses que justement tu te posais comme question. Moi j'ai eu une expérience très très forte avec une de mes amies il y a quelques années de ça, où j'étais en train d'étudier à ce moment-là le Kybalion, et en fait je m'interrogeais sur la prévalence de la ponctuation point-virgule qui était utilisée dans le texte. Et ça c'était le matin, et je regarde et je me dis mais oui, mais c'est quand même vraiment étrange. Le point-virgule n'est pas un signe de ponctuation extrêmement utilisé, et là il y en a vraiment vraiment beaucoup, quoi. Et le soir, cette même amie qui était à l'époque en train de suivre des études littéraires m'envoie une de ses remarques concernant le point-virgule par écrit. Elle m'envoie un texto en me disant as-tu remarqué la spécificité du point-virgule et cette capacité à aller séparer tout en liant une idée d'une autre. Bon, on est clairement là, sur une dimension télépathique. Je n'avais pas spécialement pensé à elle en observant tous les points-virgules le matin. Mais dans un champ de pensée, en fait, elle a reçu mon interrogation et y a répondu sans même en avoir conscience. Bon, c'est notable comme événement, parce que franchement, se poser la question sur les points-virgules, c'est quand même pas une question qui m'anime tous les jours, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment voilà, quelque chose de très soudain qui m'avait sauté aux yeux à ce moment-là, mais qui était loin d'être une préoccupation pour moi, en fait. Donc tout ça pour te dire que la dynamique en fait du cœur contient la dynamique télépathique. Et la première chose qu'on dit beaucoup dans les mouvements spirituels, quel que soit leur courant premier, c'est écoute ton cœur. Mais c'est très compliqué d'écouter son cœur. C'est très compliqué. Quand on n'est pas éduqué, quand on ne s'est pas éduqué à l'écoute de son cœur, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a cette ambivalence entre cœur et raison
qui nous fait osciller entre des zones de désir portées par le cœur et des zones de peur qui, pour le coup, elles, vont être davantage alimentées par toute la sphère mentale qui contient le fruit et les conclusions de nos expériences heureuses comme de nos expériences malheureuses. Et comme ce mental, cette dynamique de raison est complètement liée à ce qu'on appelle notre ego, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rôle de protection que joue naturellement l'ego pour notre intégrité physique, pour notre intégrité psychique, pour notre intégrité émotionnelle, qui vient tout de suite être là en mode j'agite un drapeau de peur sur l'idée d'écouter son cœur. Comme si dans l'écoute du cœur, il y avait quelque chose de déraisonnable. Et en fait, non, c'est la seule dynamique raisonnable et celle d'écouter son cœur. Et quand je te dis ça, ça n'est pas encore facile que d'aller écouter son cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que sur une Vénus qui repart en marche avant, avec les gros archétypes du ciel, qui sont tous du coup ou sur le point de passer rétrograde ou déjà rétrograde depuis quelque temps, ça ne va pas non plus durer une éternité, ce moment-là, où on va avoir les planètes personnelles en marche avant et puis les planètes transpersonnelles en marche arrière. Mais c'est une occasion en or d'aller justement écouter la vibration de son cœur pour savoir où se diriger, pour savoir où mettre son énergie, pour savoir où aller donner de soi, pour se proposer une expérience d'incarnation qui soit à la hauteur des désirs portés par ton cœur. On parle souvent des codes d'abondance, de la loi de l'attraction, de toute cette dimension qui peut porter beaucoup de noms différents. Moi, j'aime pas trop faire référence à la loi de l'attraction telle qu'elle est présentée parce qu'elle est quand même posée sur une dynamique très matérialiste. Mais Vénus a une dimension très matérialiste. Vénus est aussi rattachée à l'argent, donc c'est pas du tout incohérent. Mais on a eu tendance à considérer la dynamique de la loi de l'attraction comme étant une dynamique exclusivement, quasiment centrée sur le fait de pouvoir obtenir une rétribution matérielle et concrète. Bon, en fait, je préfère nommer ceci l'effet de l'attraction. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur YouTube à ce propos. Je préfère parler d'effet de l'attraction parce que on attire en fait tout ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire aussi bien les choses plaisantes que les choses déplaisantes. Que si on est animé par la peur, on risque d'avoir effectivement tout un champ de signaux qui viennent confirmer le bien fondé de ces peurs-là. Alors, je pourrais te parler aussi sur les neurosciences du système d'activation réticulaire qui porte aussi son poids dans cette dynamique-là, mais on est toujours sur le mode de fonctionnement mental. Je te conseille de te renseigner en fait sur ce que cette petite zone de notre cerveau peut faire. Il y a beaucoup à en apprendre et quand on apprend de ça, on peut aussi après tourner la dynamique de fonctionnement du système d'activation réticulaire à son profit. Il y a un espace en toi qui est un espace dans lequel ton cœur est écouté. Cet espace, c'est l'espace de la confiance. Alors l'espace de la confiance en soi, l'espace de la confiance en l'univers, l'espace de confiance dans la vie. Dans cet endroit-là, ton cœur s'exprime. Dans cette zone de confiance, ton cœur s'exprime. Alors, ce que l'on peut faire quand on a du mal à écouter son cœur, en tout cas, c'est ce que je te recommande. Moi, l'écoute de mon cœur n'a pas été un chemin facile pour moi, donc je vais te dire comment je suis arrivée à obtenir une meilleure écoute de mon cœur. Et attention, je dis bien meilleure écoute de mon cœur, parce que d'un jour à l'autre, évidemment, il y a notre impermanence humaine qui vient jouer, et que d'un jour à l'autre, on ne va pas avoir la même qualité
d'écoute de son cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de profond qui est à mener. C'est un travail, entre guillemets, qui demande de l'endurance, de la rigueur, de la détermination. On n'écoute pas son cœur en claquant des doigts comme ça, sauf pour peut-être quelques êtres portés par cette grâce-là. Et il y en a qui existent pour qui c'est beaucoup plus simple que pour d'autres. Enfin, moi, je fais partie de ceux pour qui c'est pas simple. Donc, je vais te dire comment je procède pour aller dans l'écoute de mon cœur. Quand je te parle de cet espace de confiance, en fait, moi, ce qui m'a aidé à comprendre quelle était la dynamique de la confiance, c'est l'observation, en fait, de la nature autour de moi. L'observation de la nature, jour après jour, saison après saison, qui me fait comprendre qu'il n'y a jamais de hasard, en fait, dans ce qui se passe, dans ce que je peux observer dans la nature et de ce que je peux observer aussi de façon plus large dans ma vie. Quand je prends du recul et que je propose en fait à mes dernières expériences de vie un regard mais assez neutre en fait. Quand j'arrive à faire une observation neutre, que je me dis bah tiens c'est marrant, tu as commencé à faire ces études là, puis après tu es allée vers là, et puis quand tu étais petite tu jouais à te déguiser plutôt comme ci ou comme ça, et qu'est-ce que c'était tes jeux d'enfant, et qu'est-ce que c'était tes rêves d'adolescente, tu te voyais comment, tu te voyais où, tu te voyais faire quoi. La zone de l'enfance est une zone qui est très très porteuse de l'émanation en fait de notre désir du cœur. Donc aller regarder les désirs de son enfance et les jeux favoris qu'on avait quand on était enfant, eh bien c'est plutôt assez intéressant. Mais je reviens à cette observation de la nature où il n'y a pas de hasard. En fait, selon les besoins de tous les éléments qui poussent et qui croissent autour de nous, il y a une position qui est trouvée pour l'existence de chacun d'eux. Un chêne ne va pas pousser au même endroit qu'un pin. Si tu mets un chêne et un pin aux mêmes endroits et qu'ils poussent tous les deux aux mêmes endroits, ça ne relève pas du hasard, c'est parce qu'en dessous, il y a les ressources en eau nécessaires et suffisantes pour que ces deux arbres puissent pousser et cohabiter dans la plus belle des harmonies. Quand on est en train d'observer pourquoi les tomates poussent mieux et sont plus jolies quand tu as un petit pied de basilic dans le prolongement de ton plant de tomates, on a aussi quelque chose qui ne relève pas du tout du hasard, mais qui relève de la correcte harmonie en fait des éléments entre eux, qui te permet du coup d'avoir des résultats plus intéressants. Et en fait, dans la nature, sauvage comme une forêt, tout est posé exactement là où ça doit être posé. Et tout a un sens exactement là où ça a un sens. L'écosystème qui existe à l'état naturel en fait, comme n'importe où, n'importe où on va dire que la présence de l'homme se fait légère et discrète. Dès qu'on regarde ça, mais même quand la présence de l'homme est moins légère et moins discrète, ça a un sens. Et parfois un sens qui n'est même pas connu des hommes eux-mêmes, qui construisent ou qui bâtissent. On sait que chaque petit brin d'herbe qui arrive, il a vraiment sa considération, sa place, son espace, sa manière de contribuer à l'équilibre de tout l'écosystème. Et bien pour nos vies, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui nous est donné à vivre comme expérience de vie est contributive au maintien de l'équilibre de notre écosystème. Oui, je sais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que si on a des expériences de vie particulièrement marquantes, particulièrement douloureuses, particulièrement souffrantes, on ne comprend pas très bien pourquoi les choses sont arrivées là exprès. Mais quand je parle de nous, parfois c'est un nous qui est complètement inclus dans un système. Et par exemple, je vais penser ici au système familial, où on peut avoir des expériences de vie personnelles qui sont les mêmes que les expériences de vie qu'ont fait nos ancêtres, qu'ont fait les anciens au-dessus de nos têtes. Si je me dirige sur une profession d'infirmière, par exemple,
pour reprendre un exemple que je connais bien. Quelle est la dynamique, en fait, parce que bon, à cette époque-là, je ne suis pas dans une dynamique hyper consciente non plus, mais quelle est la dynamique qui m'amène à m'engager dans cette voie-là? Est-ce qu'il s'agit ici de la résonance de mon cœur, de ce que mon cœur a envie de faire, et où s'appuie la résonance de mon cœur? Et la résonance de mon cœur peut être dans les lignées au-dessus de moi, c'est-à-dire avoir les potentiels de prendre soin de quelqu'un et réparer peut-être ainsi les épisodes des générations au-dessus où on n'a pas eu les potentiels de prendre soin de quelqu'un. Et on peut retrouver comme ça des formes de points qu'on va relier les uns avec les autres et qui viennent expliquer des choix qui peuvent paraître parfois curieux en fait. Un certain parcours de nos vies, on se retourne puis on se dit mais pourquoi j'ai suivi cette voie-là? Ça m'a plu, mais qu'est-ce qui m'y a emmené? Qu'est-ce qui m'y a guidé en fait? Par quoi j'étais animée vraiment à ce moment-là? Quelles étaient les valeurs que je portais? Qu'est-ce que j'essayais de soigner pour parler du métier d'infirmière? Mais si je veux parler du métier d'avocat, qu'est-ce que j'essayais de défendre en fait? Et qu'est-ce que j'essayais de défendre issu de moi ou issu de mes lignées familiales? Quand on observe ces expériences passées avec cette dynamique que le hasard n'existe pas et qu'on peut voir à quel point on a grandi sur certains plans, qu'on peut se rendre compte que suivre ces expériences, même si parfois elles se sont soldées par des douleurs, des grosses douleurs, hein, par exemple des séparations, des deuils, rencontrer quelqu'un, vivre une histoire avec et puis voir cette personne disparaître sous nos yeux parce que problème de santé ou quoi que ce soit, on ne peut être presque que révolté avec l'idée qu'il n'y a pas de hasard et que tout est dans une modalité, tout est posé ici comment dire, pour nous faire évoluer en fait, pour nous faire grandir, pour nous faire renforcer. De la même manière qu'une tempête qui n'abat pas un arbre va venir le renforcer. Et si l'arbre est abattu, l'arbre abattu a une utilité à l'endroit où il est tombé. Parce qu'il va, à ce moment-là, suivre une autre dynamique de son écosystème, en allant nourrir de ces phases de décomposition l'humus de la forêt et aller comme ça proposer de la nourriture aux autres végétaux et animaux, hein, qui se trouvent dans son environnement. Nos expériences de vie qui nous laissent à terre comme un arbre tombé dans la forêt, sont là pour nourrir notre propre forêt. C'est-à-dire qu'on a dans les processus de résilience plus ou moins spectaculaires qui viennent en nous, un processus nutritif extrêmement intéressant. Et que si on peut déplorer la chute de notre arbre personnel, de ce qu'on avait construit, gardons en mémoire que nous sommes en train d'apprendre. Apprendre intensément, d'apprendre émotionnellement. Les descentes aux enfers que nous font faire parfois certaines expériences nous permettent aussi d'aller prendre mesure et conscience de notre force intérieure. Bon, là, je suis en train de te faire toute une analogie avec le fonctionnement de Pluton, mais Pluton qui est quand même bien activé aussi, même s'il est en rétrogradation en ce moment. Avec notre emplacement de Vénus en Lion. Donc le lion, la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Donc voilà, on ne fait pas dans la dentelle, on y va cache-pistache, c'est le soleil qui rayonne, c'est le soleil qui diffuse. Une Vénus en Lion, elle est rattachée à cette énergie solaire. Elle est rattachée à cette brillance, à cette diffusion. Donc le cœur est très puissant. Si on suit le parallèle que le soleil est aussi une représentation du cœur dans l'astrologie médicale, tu vois la dimension et la force que porte Vénus à cet instant précis, alors qu'elle repasse en marche avant, et comment c'est le cœur qui avance devant. Donc je te propose d'être vraiment très attentif à ce que tu ressens, aussi bien comme enthousiasme, aussi bien comme envie,
que comme frémissement de trac, de peur, d'anxiété, d'appréhension, et d'aller regarder toutes ces zones-là qui nous font faire un peu la grise mine avec la plus grande des objectivités. Et la plus grande des objectivités, c'est où est pragmatiquement le danger. Et est-ce que tu as les moyens d'aller éviter ce danger ? Concrètement, si j'ai le trac avant de monter sur scène, par exemple, où est le danger en fait ? Où est le danger réel ? Alors le danger réel avant de monter sur scène, il va rarement être un danger vital, un enjeu vital. Ça peut être la crainte que ce que l'on propose au public ne convienne pas. Et à ce moment-là, on est en face d'un danger très restreint parce qu'il est question ici finalement surtout de prendre une information pour proposer après quelque chose de plus intéressant, donc de faire bon usage de l'échange qui peut se passer à ce moment-là. Je peux avoir le danger de la peur de plus me souvenir de mon texte, par exemple, ou plus me souvenir de ma chanson. Et à ce moment-là, là aussi, c'est une peur qui est relativement canalisable, parce qu'il me suffira peut-être de dire à ce moment-là que j'ai un trou de mémoire ou que je bug sur la chanson que je voulais proposer et puis de reprendre mes notes. Donc on n'est pas sur un danger qui met en péril ton intégrité psychique, ton intégrité physique. Et on va se rendre compte que dans les peurs, les tracs, les anxiétés, voire même les angoisses en fait qui nous traversent, il y en a très peu qui finalement ont un réel fondement. Donc ça permet quand même de faire le tri entre ce qui est de l'ordre d'une peur globale en fait des nouvelles choses, où oui, à chaque fois qu'on va faire l'exploration d'un domaine nouveau, eh bien on va être attentif à ce qui se passe autour parce qu'on ne connaît pas, on est en terre inconnue, donc on a cet espace peut-être d'insécurisation qui se fait sentir à l'intérieur de nous parce que nous avançons dans des zones qui sont hors de nos zones de confort. Et puis, j'ai un petit chat qui arrive à fond, c'est du Shadow. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il court très très vite lui. Il a dû avoir peur de quelque chose, je pense. Donc nous allons avoir... Il m'a troublée, pardon, attends. Je vais réécouter. Oui, donc ce que je voulais dire par là, c'est que je te rappelle qu'on appelle zone de confort en fait des zones qui sont connues. Moi, je ne suis pas du tout fan de ce terme, il faudrait peut-être en inventer un autre d'ailleurs. Mais la zone de confort est en fait la zone que l'on maîtrise. Mais ça ne veut pas dire que la zone que l'on maîtrise soit confortable. Hein. On peut être dans une zone de confort quand on est en train de faire l'expérience d'une carence. Et pourquoi c'est une zone de confort ? C'est parce qu'on est habitué à la carence. Donc carence alimentaire, carence affective, toute carence que tu peux identifier. Serait à ce moment-là illustrante de ta zone de confort. Une zone de confort peut être une zone dans laquelle tu te maltraites. Une zone de confort peut être une zone dans laquelle on a une posture de victime. Une zone de confort peut être super inconfortable, quoi. En fait, le seul entre guillemets confort qu'elle propose, c'est que c'est une dynamique en fait qu'on maîtrise, il est vraiment très tracassé. C'est une zone que l'on maîtrise, on connaît, en fait, on connaît les émotions qui s'associent en fait à ces contextes-là de vie et du coup, on est dans la connaissance de tout ça. Dès qu'on va franchir une étape dans nos vies, dès qu'on va se donner les moyens en fait d'une évolution, on sort de cette zone-là, qui encore une fois est soit agréable, soit désagréable. Mais en général, on ne sort pas d'une zone de confort quand celle-ci est agréable. C'est très compliqué de sortir consciemment d'une zone de confort qui est agréable. Les zones de confort, on en sort justement quand il y a une tempête. Justement quand on a un événement, une expérience qui nous amène à reconsidérer nos dispositions,
nos envies, réinterroger notre cœur et réinterroger en fait nos choix. Et ici, là, avec les mouvements dont je te parle, la question qui se pose, c'est la question de maintenir ou pas nos engagements, maintenir ou pas nos contrats. Alors c'est une question qui se pose ici, mais elle n'a pas fini de se poser. C'est un travail de fond aussi qui s'ouvre pour nous, qui s'est ouvert en juillet dernier pour nous et qui va se poursuivre encore pendant 18 mois, pendant tout le transit de l'axe nodal sur l'axe Bélier-Balance, où la question de nos engagements relationnels en face à face avec une seule personne en face de nous. Donc voilà, toutes les dynamiques associées, partenariat, meilleur ami, amoureux, amoureuse. C'est des tandems créatifs, par exemple. Toutes ces questions-là, en fait, se posent à ce moment, en ce moment et vont continuer à se poser pendant 1 an et demi, et même au-delà des 1 an et demi, parce que de toute façon, nous sommes en train de télécharger de nombreuses nouvelles informations concernant notre place, la dimension de notre jeu au sein du nous. Mais je t'en ai déjà parlé, notamment dans le podcast qui se décline avec en début de titre « À propos du karma », et c'est le « À propos du karma » numéro 3, où je te parle des relations karmiques, qui sont au cœur même de la problématique astrologique actuelle. Alors, l'écoute de son cœur, ici, on a une zone là qui nous permet d'être vraiment à l'écoute de ça. Et ça va se traduire très pragmatiquement, très clairement, sur aller observer en fait les battements de ton cœur. Aller observer les mouvements que fait ton corps à l'évocation d'une ou plusieurs choses. Tu peux faire tout un test en fait, pour savoir comment ton corps et ton cœur sont en train de réagir quand tu vas évoquer certaines visualisations. Comment tu te vois dans 8 ans? Parce que ça va être ça quand même la question de fond. On est sur une échéance de 8 ans. Où tu étais il y a 8 ans? Comment tu te vois dans 8 ans? Quelles sont les choses que tu as envie de se voir matérialiser dans ta vie? Quels sont les contrats sur lesquels tu as envie, interpersonnels, sur lesquels tu as envie de t'engager? Quels sont les contrats qui sont aujourd'hui dénués de sens? Qu'est-ce que te coûte ton maintien d'engagement relationnel? Combien il te coûte? Est-ce que l'énergie que tu passes dans cet engagement relationnel est correctement rétributif pour toi? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que tu te sens entendu? Est-ce que tu te sens considéré? Ou au contraire, est-ce que tu te sens excessivement contraint, excessivement jugé, excessivement déconsidéré dans les engagements relationnels que tu as aujourd'hui? Et si on a une facilité à aller considérer l'engagement relationnel dans le domaine sentimental et amoureux, la question peut se poser par rapport à un travail. Est-ce que par rapport à ton engagement, dans le cadre de ton travail, l'engagement que tu as du coup avec ton patron en face à face, est-ce que cet engagement-là te donne aujourd'hui bénéfice? Est-ce que l'énergie que tu mets dans ton travail est correctement rétribuée? Donc c'est aussi le moment d'aller peut-être réfléchir au bien fondé de demander une augmentation si dans les éléments que tu mets en face à face, il y a cette dynamique qui te fait dire qu'il y a peut-être autre chose à considérer. On est avec cette reprise de Vénus en marche directe là, sur toute la question de la contribution et rétribution. Et ce que me coûtent en fait mes relations interpersonnelles, et là où elles m'enrichissent, c'est là où le fonctionnement est égalitaire et où on retrouve un équilibre en fait intéressant entre les deux parties, tout en sachant que voilà, on a des inconstances. Parfois il y en a un qui est dans plus de propositions que l'autre, et puis
quelques semaines, quelques mois plus tard, c'est l'autre qui devient plus force de proposition que le premier. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit les partenariats, dans cette dynamique-là de vagues et d'alternance, en fait, entre les deux expressions yin et yang, hein, du coup, de chacun des protagonistes nouant relation. La confiance, ici, elle te permet de regarder aussi où sont, avec plus de clarté, tes zones de dépendance. C'est-à-dire que si tu mènes, en même temps que tu m'écoutes, ou plus tard en prenant des notes, en réfléchissant par écrit sur ce qui t'anime en fait aujourd'hui. Si tu te rends compte que tu maintiens en fait des engagements parce que tu as peur de ne plus trouver de boulot, par exemple, si tu renonces à ton engagement avec ton patron, si tu as peur d'être tout seul, si tu as peur d'être déçu, si tu as peur de mal donner ta confiance, par exemple, de ne pas attribuer ta confiance à la bonne personne, eh bien, c'est pas ton cœur qui est aux commandes. C'est pas du tout ton cœur qui est aux commandes. Ton cœur, il va s'enthousiasmer, tu vas le sentir s'enflammer quand tu vas évoquer une perspective qui est vraiment vibrante pour toi. Tu vas sentir les battements de ton cœur qui sont en train de faire comme ça, comme une reprise de respiration. Et tu vas sentir aussi dans ton cœur et dans ton corps toutes les perspectives, toutes les visualisations que tu peux faire qui sont en train de te serrer. Tu vas voir ton corps se refermer sur lui-même. Regarde ton amplitude respiratoire, comme elle devient plus courte aussi, à l'évocation de d'une projection finalement qui ne te conviendrait pas, ou à l'évocation d'une peur. L'idée maîtresse, ça va être d'aller surtout se positionner par rapport à nos enthousiasmes, évidemment. On n'est pas non plus là pour faire des expériences qui soient toutes négatives et plombantes ou quoi que ce soit. Mais faire confiance à l'enthousiasme de notre cœur et à l'écoute vraiment de notre cœur. Alors si tu as beaucoup de peur, en fait, qui t'anime, ce qui est normal, hein, tout le temps où on est en chemin humain et qu'on est sur la voie d'un développement personnel, on a comme ça beaucoup de peur parce qu'on sait que dans les processus en fait de prise de conscience de nous-mêmes, de mieux nous connaître aussi, on a souvent de tels passages, de telles sorties de zones de confort que finalement tout peut se révéler aussi assez effrayant. Il ne s'agit pas de s'en remettre à une magie divine, invisible, à une forme de destinée, en allant complètement manquer d'assertivité. Mars en marche directe aussi, hein. Donc Mars nous demande, lui, pour le coup, de nous impliquer, de nous engager sur notre espace relationnel pour aller définir aussi une ligne conductrice issue du cœur sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, en fait. C'est vraiment la question du contrat qui se coupe ou qui se noue présentement ici. Et si les contrats se coupent, et fais confiance au processus qui est en cours pour savoir que dans ce processus-là, il y a quelque chose qui vise à te faire grandir toi. Comme si j'ai un arbre qui tombe dans la forêt, cet arbre, en tombant, va venir nourrir d'autres arbres à côté et d'autres végétaux et d'autres animaux à côté. C'est cet espace de confiance-là qui va être l'espace le plus sain à l'expression de notre cœur. Je fais une expérience là depuis 2 jours particulièrement intense, justement dans ces perceptions qui me sont envoyées par Uranus. Hein, ces paquets d'informations, tu peux vraiment visualiser le truc comme étant comme des paquets d'octets qui arrivent en fait et que je dois ensuite démêler pour obtenir une lecture plus claire. C'est vraiment un peu comme ça que ça se passe dès qu'Uranus est activé pour moi. Mais c'est peut-être aussi comme ça que ça se passe dès qu'Uranus est activé pour toi, avec des révélations, des fulgurances en fait très puissantes qui peuvent intervenir à ce moment-là.
le principe de base est tu as tout ce dont tu disposes. Moi, je cultive une croyance qui me permet justement, autant que faire se peut, de rester dans la confiance, qui est que aucun challenge ne m'est présenté sans que je n'ai les moyens de les dépasser. L'univers n'a rien de cruel. La vie n'a rien de cruel. La vie nous apporte des expériences qui sont à notre hauteur, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est, d'une certaine manière, notre vibration, consciente et inconsciente, qui amène le vécu de nos expériences. Donc, si je me retrouve face à un profond dilemme, très concret, de choisir entre deux destinations, par exemple, j'ai porté en moi ce dilemme jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il soit matériel. Si je porte en moi une expérience vibratoire d'être une victime, je vais voir des espaces de ma vie dans lesquels je vais être dans cette position de victime. Donc il y a tout un état d'esprit qui se considère en fait à travers notre vibration pour aller aussi faire prendre du recul à la vibration de la peur, la garder juste à l'endroit où elle a besoin d'être. On estime qu'on a entre 4 et 6% de nos peurs uniquement qui sont justifiées. 4 et 6% de nos peurs. Ça veut dire qu'on a 96% de nos peurs, dans certains cas, qui n'ont pas de fondement, en fait, qui sont juste en train de nous entretenir dans une fixité. Donc ce que j'ai envie de te dire là aujourd'hui, parce que ça fait partie des choses que je me dis aussi, c'est profitons de cette dynamique où notre cœur est en expression pulsatile, très particulière, très sensible. Alors on ne va pas tous se sentir de la même manière, c'est évident, mais regarde un peu, fais un peu ton autodiagnostic du cœur, quoi. Écoute cette zone-là de ton corps. Écoute les réactions de ton corps et de ton cœur à l'évocation de certains plans de vie, à l'évocation de choix, et observe, quand tu as des mouvements de peur, si ces peurs te semblent justifiées. Évidemment que traverser une 4 voies avec les yeux bandés, ça fait peur, et que la peur, elle est justifiée. Évidemment. Évidemment qu'aller faire un saut en parachute sans parachute, la peur, elle est justifiée. Évidemment. Évidemment que d'aller investir l'intégralité de son argent dans un programme flou et mal défini, ça fait peur, mais évidemment qu'il y a une peur qui est justifiée aussi. Alors il y a peut-être une manière de revoir un peu son engagement dans la vie pour en faire non seulement un engagement qui ne soit pas un engagement de tête brûlée, c'est-à-dire un engagement qui parte sur des plans raisonnés. On ne dépasse pas les peurs comme un kamikaze en fait. On dépasse les peurs en faisant jouer sa sphère intellectuelle, sa sphère mentale, sa sphère de compréhension par rapport au monde qui nous entoure. Et à partir de ce moment-là, on avance avec la forme de prudence requise à l'établissement du temps humain, c'est-à-dire pas trop vite. Pas trop vite. Le temps humain est un temps qui est relativement long. Quoi qu'on nous dise, à nous abreuvés de 5D, de 5G, de dynamique de communication et de connexion toujours plus rapides les unes que les autres. Non, mais je veux te dire, le truc le plus rapide, les réponses les plus rapides que tu as, elles se trouvent dans ton émotionnel en fait. C'est ici que tu as les réactions les plus rapides. Ton émotion répond avant ton intellect. Ensuite, tu dois associer les deux pour comprendre ce que ton émotion te transmet comme information. Mais là où tu réagis en premier, c'est dans la dynamique de ton émotionnel et donc du coup dans la dynamique de ton cœur. Donc là, il y a beaucoup de choses à entendre. Et ce n'est pas parce qu'on a cette réaction rapide qu'on est forcément sur l'établissement de choses rapides dans notre quotidien, dans ce que l'on a à mettre en place. Il y a des processus qui demandent du temps et du temps humain. On n'apprend pas à courir avant d'avoir appris à marcher. Donc c'est un peu l'idée là de cette nouvelle Vénus qui démarre là, toute regonflée en fait de valeurs nobles,
regonflé, d'ardence du désir. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'aime beaucoup quand même. Regonflé du coup de cette dynamisation du cœur. Et c'est peut-être là qu'on a un espace d'écoute très très intéressant. Alors comme je te le disais, sur les 15-16 septembre, Mercure repassera à son tour en marche directe. On a un moment très très intéressant que l'on peut préparer dès à présent, hein, en appliquant pourquoi pas les petits conseils d'exercice que je te donne là et en notant aussi tes résultats, parce qu'il y a des chances que tu oublies. Les émotions pouvant être intenses, hein, quand tu vas avoir des révélations sur ce qui est en train de t'indiquer ton cœur. Tu peux avoir des dynamiques émotionnelles très fortes, hein, avec une grande puissance de réponse de ton corps autour de tout ça, aussi bien dans la peur que dans le plaisir et l'enthousiasme, hein, d'ailleurs. Hein. Note toutes tes réactions, procède de manière un peu scientifique. Hein. Là, l'énergie du soleil en vierge nous aide, hein, pour faire des tableaux, pour faire des analyses croisées. On n'est pas obligé d'ouvrir un tableau Excel non plus pour faire ce genre de choses, mais organise et ordonne autant que faire se peut ta pensée. Et à la reprise, en marche directe de Mercure, tu vas commencer à pouvoir faire le tri sur ce qu'il t'est possible de réaliser en te respectant toi, en respectant tes valeurs à toi, en respectant ton plein potentiel et le pouvoir dont tu disposes, en nous tenant droit aussi les uns les autres par rapport à ce qui est absolument nécessaire et important pour nous, parce que nos désirs et notre langage du cœur est absolument nécessaire et important pour nous. De là dépend notre vie, hein, notre flamme vitale, hein, notre chi, hein, est contenue ici. Et de là, nous allons pouvoir nous mettre en route vers un espace qui soit un espace plus intègre aussi, plus équilibré, d'une écoute juste entre notre cœur et notre esprit, de manière à ce qu'on ait un fonctionnement harmonieux qui nous engage à porter des actions qui soient des actions les plus justifiées et les plus en connaissance en fait, avec ce qui se passe dans le fondement de notre cœur. Je te souhaite une très belle découverte de tes envies, de tes désirs, une très belle exploration du bien fondé de tes peurs, une très belle envolée dans ce nouveau cycle vénusien qui va nous emmener vers d'autres expériences qui vont peut-être avoir parfois un peu le même parfum que certaines expériences que nous avons pu faire il y a 8 ans. Et par contre, je nous souhaite que ces expériences nous soient encore plus profitables et encore plus agréables à faire. Nous avons grandi. Nous avons tous grandi. Et même si on peut avoir un regard très critique vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on peut se retrouver en train de se juger très fort, eh bien, sois gentil, sois gentille avec toi, sois bienveillant avec toi comme tu es capable de l'être avec les autres. Et observe tes espaces de croissance et observe à quel point aujourd'hui peut-être tu te sens prêt, tu te sens prête à être à l'écoute de ta dynamique intérieure pour proposer au monde extérieur l'une des meilleures versions de toi-même. Je t'embrasse très fort.